ceux qui sont encore là et qui sont encore avec les yeux en face des trous. Donc on va parler aujourd'hui donc à nouveau du château de Celles-sur-Cher. Oui, bienvenue Et- au château. De nouveau. Et des fresques donc peintes en l'honneur de Philippe de Béthune. Alors, on va d'abord évoquer le château et la façon dont il est organisé, dont il a été construit, les personnages qui ont gravité autour de ce château en ce début de XVIIe siècle. Et ensuite, on abordera les fresques donc, qu'on appelle les pavillons dorés. Alors, j'expliquerai pourquoi tout à l'heure on les appelle pavillons dorés. Voilà, ces fresques ont été réalisées par des artistes italiens que Philippe de Béthune a ramenés d'Italie. Après ses ambassades dans les années 1620 C'était à à grande Rome. mode. C'était à grande mode l'Italie à ce moment-là. Oui, bah c'était C'était- la Renaissance, enfin l'art italien battait son plein. Le cœur de l'Europe artistique battait en Italie. Et c'est ce qui avait intéressé Philippe de Béthune, ce qu'il avait vraiment sensibilisé, puisque c'est l'un des premiers collectionneurs, grands collectionneurs de notre histoire. On dit qu'il a collectionné des Caravages, donc Ça va. voilà, des peintures qui ont été réalisées C'était pas par le trop des Caravage, croûtes, ça va. qui était un révolutionnaire de la peinture et de l'art au début du XVIIe siècle. Et donc dans les années 1620, quand il retourne en Italie pour pouvoir faire son ambassade auprès du pape, eh bien, à l'issue de cette ambassade, il revient en France avec des artistes. On est en 1628 à peu près, et ces artistes réalisent les pavillons dorés que nous allons voir tout à l'heure. Très Alors bien. nous avons des images qui défilent à la vitesse du drone. On voit l'organisation du château, notamment surtout la partie XVIIe siècle avec les pavillons, le parc et les douves. Et les Et- douves. Voilà, et donc on a une vue du château à, je crois, là on doit être à, 120 mètres, hein, c'est ça, on est à 120 mètres d'altitude. Donc une vue imprenable de ce que nous avons aujourd'hui. Alors pour situer très rapidement, on a plusieurs espaces. On a un premier espace qu'on voit en bas de l'écran que l'on appelle l'avant-cour. Ensuite, vers le haut, on a la cour d'honneur. Avec un arbre assez impressionnant. Voilà, qui est C'est magnifique. un cèdre du Liban, qui a bientôt 3 siècles. Et sur la gauche, avec les mûriers, là qu'on voit de haut sur la gauche de l'écran, la cour médiévale. Et tout autour, les douves du château, et par là, le Cher, puisque le château est quasiment une île entourée d'eau. À lui seul. Le château médiéval, qu'on appelle également le pavillon des intendants ou le vieux château, donc a une base du XIIIe siècle et peut-être plus ancienne aussi encore. Donc c'est Robert de Courtenay que j'évoquais tout à l'heure avec Naya Eben pendant la discussion. Et à côté, là où on a le cèdre et qu'on va revoir tout à l'heure, c'est la partie vraiment Renaissance, XVIIe siècle du château. Pour autant, c'est dans cette partie médiévale que se trouvent les pavillons dorés. D'accord. Et donc là, nous avons un flux incontrôlable, mais très intéressant d'images sur le château. Alors, on est là dans la cour d'honneur. On voit voilà, prouesse technique, C'est la bravo. magie du Liban. Donc on a changé de vue également. Donc là, on a une vue sur l'un des 2 pavillons qui restent, que l'on appelle aujourd'hui le pavillon Béthune, donc en l'honneur de Philippe de Béthune. Comme On va bien expliquer entendu. tout à l'heure de qui l'on parle. De l'autre côté du mur écran que l'on voit en bas, on a le pavillon Sully, du nom de son frère, Maximilien de Béthune, dit Sully. D'accord. Là, on a l'avant-cour, avec un chêne qui est plus que centenaire Qui est aussi dans déjà cette assez partie-là. massif, ouais. Voilà. C'est sous ce chêne que se trouve la buvette des Geek-Ferries. Exactement. Donc voilà, également lieu très important du festival. Et voilà, un point de vue très intéressant puisque ce pavillon Béthune est le reste du château XVIIe siècle tel qu'il existait à l'époque. En fait, ce pavillon était une aile du corps de logis qui existait auparavant. Et l'on voit 2 ouvertures, les 2 vous voyez parties, ici, là, sur le mur, qui étaient des portes qui menaient au corps de logis qui a été détruit Détruit au début du XIXe siècle pour pouvoir construire des maisons autour. Alors là, on voit un mur écran percé d'oculi. Donc les oculi, ce sont les ouvertures ovales. rondes, ovales, ouais. Et le pavillon Sully qui est toujours dans son jus
depuis 4 siècles. D'accord. Donc il n'y a pas beaucoup changé depuis 4 siècles. Alors j'attire ton attention sur Mhm. les fenêtres murées. Oui, c'est ce que j'étais en train de me dire. À quoi ça sert, ces fameuses fenêtres murées? Alors à ton avis, quelle était la raison du fait qu'elles soient murées? Si j'étais mauvaise langue, je parlerais des moustiques de Celles-sur-Cher, mais je pense pas que ce soit une solution Non, parce aussi, que- aussi non, parce drastique. qu'on a les grenouilles du château de Celles-sur-Cher qui veillent normalement Ouais. sur les moustiques, Ça dépend. la ça. plupart du temps. Ça Mais- reste à voir. Apparemment, l'origine de ces fenêtres murées est fiscale. D'accord. Enfin, à mon avis, voilà, de ce que j'ai pu Ça coûtait voilà, trop cher constater, d'avoir toutes ces fenêtres? eh bien, il y avait un impôt sur les portes et les fenêtres. D'accord. Donc c'était Et même plus pas on une avait de question portes- chaleur, parce que ça coûte cher à isoler des fenêtres, des portes, et entretenir une maison de cette ampleur-là. C'est pas du tout ça, en voilà, fait, c'est pas du beaucoup tout plus ça. fiscal. D'accord. Il y avait Plus on avait de juste, fenêtres, plus on avait une grande maison, donc plus il y avait plus on d'impôts. pouvait payer d'impôts. Logique. Et donc je pense que là on est plutôt à la fin du XVIIIe siècle quand on mure ces fenêtres, parce que Philippe de Béthune n'avait pas de problème d'argent, hein, il n'avait pas ces préoccupations-là. Mais à la fin du XVIIIe siècle, je pense que cet impôt étant entré en vigueur, certaines fenêtres ont été murées pour éviter de payer des impôts, pour réduire les Mais c'est impôts. drôle parce qu'elles sont toutes petites ces fenêtres murées. Ils auraient pu carrément murer les grandes fenêtres sur les côtés. Ou... Alors là, on aurait beaucoup plus nuit à l'image même du château, Ouais. puisqu'on voit C'est vrai ces qu'on les voit de fenêtres-là l'extérieur. de l'ancien corps de logis qui a été détruit, que j'évoquais tout à l'heure, ou de l'extérieur, donc de la ville. Alors que celles-ci, on ne les voit d'aucun bâtiment C'est vrai. prestigieux. C'est vrai que c'est que la cour intérieure. Et alors l'impôt sur les portes et fenêtres, on le trouve notamment dans Candide de Voltaire, Mhm. où Voltaire dit ah bah cette personne était très riche, elle avait plein de portes et plein de fenêtres à sa maison. Et Ça vient de là. voilà, on est sur la fin du XVIIIe siècle, donc je pense que c'est une de ses préoccupations. Alors moi j'ai pas suivi tout à l'heure, mais la partie médiévale du château, est-ce qu'on voit encore le tracé? Parce que je pense qu'il y a plus grand chose qui doit être encore debout aussi. Si, La alors partie dans cette médiévale. partie, c'est la partie qui a été la moins affectée en fait par la destruction qui a suivi les guerres de religion à la fin du D'accord. XVIe siècle. Donc cette partie-là, donc au-delà de Donc ce ça c'est le mur, côté de la cour de la cour d'honneur. C'est voilà, le là on côté est dans la gauche, cour quand on d'honneur, rentre face là au où on château. voit les vases, Ouais. les pots. Mhm. Et de l'autre côté de ce mur, nous sommes dans la cour médiévale. D'accord. Donc en fait toute la partie donc, qui est sur la gauche du château quand on rentre, c'est la partie médiévale. Tout à fait. D'accord. Ok. Sachant que ce bâtiment médiéval a été d'abord XIIIe siècle, donc construit dans un but Mhm. militaire. Ensuite, il a été repris au XVIIe siècle par et pour Philippe de Béthune. D'accord. Et enfin au XIXe siècle par la famille d'Ardemar, dans le but de le restaurer et de pouvoir le faire visiter à la fin du XXe siècle. D'accord. Et les pavillons dorés se trouvent à droite de l'écran, donc juste au-dessus de Donc, ce porche. On va y venir. Voilà, Hop, attention, hop. voilà. Merci à la régie. Alors, donc là on a les fenêtres qui sont en haut de l'écran qu'on ne voit plus, où se trouvent les pavillons dorés. Alors, du coup, c'est le recoin sur, sur Voilà, le côté gauche, ici. ces 3 fenêtres-là, Donc les 3 fenêtres. c'est ce qu'on appelle les pavillons dorés. D'accord. Exactement. Mais bien sûr. Et en plein jour. Bien sûr. Ce qui est un tour de force à cette heure-là, à cette heure avancée de la soirée. Mais donc, les pavillons dorés étaient l'endroit d'où Philippe de Béthune a vu la construction du château quand il se rendait à Celles-sur-Cher. D'accord. C'est également l'endroit où on dit qu'il aurait passé ses derniers jours. D'accord. Voilà, il se Donc serait cette retiré. partie-là, elle n'a pas du tout été abîmée entre la période médiévale et la partie Renaissance où il a fait peindre les fresques. Cette partie-là a toujours été Elle- maintenue en état. Non, au contraire, elle a été beaucoup abîmée. D'accord. C'est une excellente transition puisque elle a été tour à tour utilisée par les propriétaires du château. Ensuite, au moment de la destruction, ça a été utilisé pour stocker du grain, puisqu'on on voit, alors on le verra peut-être tout à l'heure avec les peintures, mais on voit des encoches sur les murs qui indiquent, qui sont la trace d'un entreposage, puisqu'on a D'accord. compté. S'il y a comptabilité, c'est qu'on stockait des choses D'accord. et vraisemblablement du grain. Et ensuite, au XXe siècle, au début du XXe siècle, et notamment à la fin de la Première Guerre mondiale, ça a été un hôpital utilisé par l'armée américaine, D'accord. hôpital de campagne entre 1918 et 1919, pour les soldats qui devaient repartir au pays pour qu'ils puissent se rétablir avant de repartir. Et on trouve encore à 2-3 endroits du château des graffitis américains, justement. D'accord. Ouais. Voilà. Et ensuite, ça a été utilisé pour beaucoup plus la visite du château et sa préservation. Mais Il a voilà. été visité très tôt ce château, si je te suis bien. Si c'était dès le début du XXe siècle, même avant. Oui,
Il y a eu une période où il a été visité, effectivement. J'ai retrouvé des guides Michelin des années 50 et 60 où on D'accord. évoque le château De de Celles-sur-Cher. Oui. D'accord. Alors, on voit que le parc a été très affecté par la sécheresse de ces dernières semaines, puisqu'on a eu quasiment 6 semaines, enfin depuis les Geek Ferries, on a quasiment pas eu de, voilà, Jusqu'à pas eu de aujourd'hui. pluie. Et là, aujourd'hui, avec votre venue, on a rompu le cycle. Voilà, le cycle est arrivé à sa fin et on a eu donc bien toute l'eau du ciel qui nous est tombée dessus. Donc un nouveau passage sur les douves et réussi. Et là, on est sur les parterres de Celles-sur-Cher, les anciens parterres de Celles, qu'on appelle le jardin carré, parce que à l'époque de Philippe de Béthune, il y avait à cet endroit-là des jardins de style Renaissance. Donc des jardins uniquement d'ornementation. Absolument. D'accord. Et on a, pour vous donner une échelle, le côté de ce carré, un côté représente à peu près 100 mètres. Donc ce carré fait un à beau peu près jardin, 1 quand hectare. même. Voilà. Et dans cette partie des douves, donc on a la partie très large des douves, puisque vous voyez la largeur par rapport Ouais. au bâtiment. Ouais, ouais. Hein, je crois qu'on est à plus de 10 mètres de largeur, pour donner l'ampleur de ces douves. C'était l'ancienne porte du côté ouest de la ville de Celles-sur-Cher au Moyen-Âge. D'accord. Donc c'est par cette porte-là qu'est Les gens rentrée Jeanne rentraient d'Arc. D'accord, ok. Décidément. Encore elle. Toujours elle. Euh, Elle est c'est-à-dire partout, Jeanne d'Arc. Elle est partout. C'est-à-dire que dans le coin, si Jeanne d'Arc n'est pas venue, c'est que le château n'était pas construit. Hein. C'est vrai. Donc, voilà. Mais, et nous avons là, avec la chaleur, on a une prolifération d'algues vertes dans cette partie des douves qui, normalement, avec la pluie, devrait se commencer calmer. à disparaître. Mais on voit l'effet de la sécheresse avec le fait que l'herbe a été vraiment grillée par la chaleur et le sec. Alors on voit de ce côté-là beaucoup plus la partie médiévale avec la barbacane qu'on va bientôt voir disparaître. Là voilà l'ancienne porte médiévale. On a une tour ici qui se trouve là. Là, sur cette partie de l'écran, la tour en ruine que l'on voit là, c'est la tour que l'on appelle la tour du Coq, que l'on dit hantée par le seigneur Lecoq, qui était un contemporain de Robert de Courtenay au XIIIe siècle. Et il qui aurait arrivait été- quoi, ce seigneur Lecoq? Ah, ben en fait, il était trop entreprenant avec l'épouse de Robert de Courtenay qui l'aurait emmuré dans la tour. Bon, ça, c'est la légende. Vraisemblablement, il y aurait été enfermé quelque temps, mais voilà, après. Il s'en est sorti. Il s'en est sorti vivant. Mais bon, après, voilà. Donc là, on revient sur l'avant-cour avec donc l'ouverture du château, l'entrée du château, puisqu'on a la chance d'avoir un château qui a deux visages, donc Renaissance et médiéval, Mhm. mais en pleine ville. On est à 2 minutes du Du centre-ville centre-ville. et à 10-15 minutes de la gare à peu près en courant. Vite. 15 Sans minutes à pied, chaleur. c'est possible. C'est possible. Voilà. Bon. Là, voilà, donc le pavillon Béthune sur la droite, le mur écran. On va bientôt voir le pavillon Sully sur la gauche. On voit la différence entre les bâtiments, entre celui qui a été restauré en l'an 2000 Mhm. et à gauche qui a été restauré, enfin qui n'a pas été restauré justement Justement. depuis le XVIIe siècle. Mais c'est moi qui ai un problème de vue ou les deux tours ne sont pas de la même taille? Celle de droite a l'air plus étroite, Effectivement, alors que celle de gauche est beaucoup plus large et elle n'a oui. pas cette espèce de petite tour sur le côté adjacente. tout à fait. Alors il y a deux raisons à cela. D'accord. D'abord parce que la tour que tu évoques est une tour XIIIe siècle qui a été reprise par l'architecte de Philippe de Béthune D'accord. dans le schéma du château. La deuxième raison, c'est que là, ici, on avait un corps de logis et une autre aile qui devait être aussi grande Qui devait de être l'autre accordée. côté. D'accord. Et une troisième raison, là qui est mienne, c'est que je pense que le pavillon Sully avait beaucoup plus une vocation utilitaire à l'intérieur du château, donc qui s'adressait beaucoup plus au personnel de maison qui servait le seigneur du lieu, et qu'en conséquence, on a fait un bâtiment plus petit, moins ornemental et moins valorisant que le pavillon Béthune. Parce que ça, comme tous les châteaux, forcément, il y avait plein de bâtiments qui étaient dédiés aux gens de maison qui vivaient là. Oui. Cela, est-ce qu'il en reste des traces ou pas du tout? Parce que là, les deux pavillons, du coup, si j'ai bien compris, c'était des lieux d'habitation. Sauf le bâtiment Sully, qui était un peu particulier. Il servait d'habitation de fait, puisque Voilà, c'était les les serviteurs devaient y séjourner. Oui. D'accord. Mais il y avait par exemple peut-être une écurie ou ce genre de choses, j'imagine? Alors l'écurie, on la verra plus tard, elle est dans la cour D'accord. médiévale. Et D'accord. c'est là que nous faisons actuellement construire un chai pour D'accord. faire du vin au château. Ok. Pub. Et Instant pub. pub. Mais pour ce qui est du personnel qui était employé sur place,
J'estime personnellement qu'il devait y avoir à peu près 100 à 150 personnes Là, il y a une bâtisse de cette taille-là. employées dans tout le site, peut-être même un peu plus. Parce qu'il fallait pouvoir apporter les vivres, il fallait pouvoir également apporter la glace pour les stocker, il fallait s'occuper du nettoyage, de l'entretien des animaux, de la bonne tenue de l'endroit, etc., et du seigneur. Donc, Mais c'était sa résidence principale à Philippe de Béthune ou pas? Parce que souvent les grands seigneurs, ils avaient plusieurs châteaux. Et en gros, ils passaient 2 mois là, 2 mois là, et puis les gens de maison devaient courir Alors, partout dès que le seigneur revenait. oui. Mais dans ce cas-là, est-ce qu'il était là tout le temps, pendant toute l'année, ou il bougeait à droite à gauche? À la fin de sa vie, oui. Ah, forcément. Il pouvait plus trop Mais bouger. intéressons-nous à Philippe de Béthune. Philippe de Béthune. Alors, Qui Philippe de est-il? Béthune, sa vie, son œuvre, ses soucis. Allons-y. On estime que Philippe de Béthune est né en 1565 Mhm. et on célèbre cette année ses 450 ans. Bel On a âge. organisé un marché Renaissance 5 juillet dernier au château. On a eu une conférence sur le personnage de Philippe de Béthune qui a été réalisée par un ancien maire de Celles-sur-Cher qui s'appelle D'accord. Alain Quillou. Mhm. Et nous allons avoir également d'autres événements autour du week-end du patrimoine et donc fin septembre également dans le cadre de cet anniversaire. D'accord. Donc il est né en 1565 avec un nom prestigieux mais sans bien. Donc la famille de Béthune est une famille très importante de l'Europe du Moyen-Âge, surtout de la fin du Moyen-Âge et de la Renaissance. Mais cette branche-là se retrouve sans argent en 1565 et en plus ils vont aller de Caribe dans ce île-là puisque sa mère meurt en couche Un grand alors classique. que je crois qu'il a moins de 5 ans. Son père prend un mauvais parti il est du côté des protestants malheureusement pour lui. Donc C'était pas le bon camp. voilà, c'était pas le bon côté à ce moment-là. On est en pleine guerre de religion et il décède quand Philippe de Béthune a 10 ans. Ouais. Donc en 1575, donc il se retrouve orphelin Orphelin. très tôt. Il est placé dans une famille d'éducation catholique, donc il reçoit une éducation catholique. D'accord. Il est avec son frère Salomon, et tous deux vont avoir une éducation catholique. C'est là la particularité de cette famille. Hmm. Le frère aîné, lui, Maximilien de Béthune, qui Qui est va plus devenir connu Sully. Ouais. pour le nom de Sully, et donc de la poule au pot. Henri IV, la poule au pot, ça, Aussi. c'est Sully. C'est Sully. Lui va recevoir une éducation protestante. Ah, c'est marrant. Et pourtant, les 3 enfants ont vécu à un moment donné ensemble. Il n'y avait pas tant d'écart que ça entre eux, j'imagine. Il n'y avait pas tellement d'écart, mais suffisamment pour qu'eux soient Ils aient placés 2 dans une éducations famille à part différentes. et qu'ils soient mis sous l'aile du roi, recevant une éducation catholique. Ils vont grandir, devenir militaires, tous les deux, et Philippe de Béthune s'illustre dans les guerres de religion au service d'Henri III. Mhm. Maximilien, lui, s'illustre du côté protestant, et il se lie d'amitié avec le futur Henri IV. Il acquiert de ce fait une position toujours Plutôt plus intéressante. importante, puisque Henri IV va monter en puissance. Et quand Henri IV arrive au pouvoir, eh bien, là, il va servir de marchepied, de tremplin pour ses frères cadets, Philippe et Salomon. Mhm. Philippe va intégrer la maison du roi. Il va devenir d'abord gestionnaire, donc gouverneur donc pour le roi de France, Mhm. et après ambassadeur. Et c'est là où se situe vraiment la particularité de son œuvre, l'œuvre de sa vie, c'est qu'il a été ambassadeur pour le roi en Europe, auprès de différentes cours, donc Oui, c'est ça. à la il cour bougeait d'Écosse, En il a Écosse. énormément bougé En pour Italie, l'époque. du coup. En Italie, et notamment auprès du pape. Ce qui était Alors, quand même assez prestigieux. Pour l'époque, C'était quand même le nec plus ultra. Aller voir le pape, voilà, bon. c'était stratégique pour le royaume de France. On sortait des Des guerres de religion avec un roi d'éducation protestante Qui partait pas très bien. qui partait pas très bien, qui a dit Paris vaut bien une messe, donc qui s'est converti. Mm. Bon, le pape avait le droit d'avoir des doutes. Et la grande rivale de la France à l'époque, c'était l'Espagne, ultra-catholique, Oui. très bien placée auprès du pape. Et le rôle, la mission qui incombait à Philippe de Béthune, c'était de replacer la France dans les petits papiers du pape. Montrer qu'il avait raison d'avoir confiance en eux. Exactement. D'accord. Et donc, en quelques années, Philippe de Béthune parvient à retourner d'alliance papale avec l'Espagne au profit de la France, malgré un changement de pape. Bon.
il était prêt à tout, hein, Philippe de Béthune, parce que, par exemple, l'un de ses fils s'appelle Hippolyte, en l'honneur du pape de l'époque, qui est Hippolyte étant le nom de naissance de ce pape. Joli éclair que je viens de voir au travers de la fenêtre, donc une pensée pour nos amis techniciens. Les vidéos des fresques. Moi, je pense à la connexion Internet. La connexion Internet, elle peut tout faire là maintenant. Elle est aquatique, elle résiste à tout. Formidable. On peut tout faire. Alors, je vais terminer sur Philippe de Béthune rapidement. On n'a pas encore entendu la partie je dirais, triste. quand je placerai dans la conversation cucurbitacée, vous faudra pourrez lancer les vidéos, ce sera le message secret. Donc, voilà, donc Philippe de Béthune est à Rome, il parvient à retourner l'alliance papale au profit de la France, et pendant cette période-là, il est au contact du Caravage, à qui il sauve la vie une fois, il le libère de prison. Quand même. Quand même. Ça méritait bien une toile ou deux. Là, en l'occurrence, 4. En plus, qu'il a acheté quand même. Faut pas, voilà. Faut Mais pas je pense que le plus. Caravage lui a fait un prix. Hein. D'ailleurs, c'est peut-être là le nœud gordien du problème sur l'authenticité des Caravages de Loches, c'est que le prix est assez bas, plus haut qu'une copie, mais plus bas qu'un original. On oublie peut-être assez souvent que Béthune a sauvé la vie du Caravage et que ça a certainement joué en sa faveur. Pour récupérer l'étoile. À Milochois. Voilà, donc il est en contact avec des artistes et il souhaite également pouvoir s'établir, puisque maintenant il a de l'argent, il a une position importante, une position sociale à défendre. Et c'est en 1604 que l'un des, 1603-1604, que l'une des personnes qu'il a envoyées dans la région pour trouver un lieu lui dit: mais votre frère, monsieur votre frère Maximilien, m'informe que le château de Celles-en-Berry, puisque c'était le nom de Celles-sur-Cher à l'époque, est à vendre. Il venait d'être enflammé, incendié par les protestants à la fin du XVIe siècle. Ça partait mal. Ouais, mais il a eu un bon prix. Ah, bah oui, mais bon, si la moitié est à refaire, et voilà. C'est pas très rentable. C'était un homme d'affaires, Philippe de Béthune également. Avisé. Oui, très avisé, très ingénieux également. On le retrouvera tout à l'heure dans la construction du château. Et donc, en 1604, il acquiert le château de Celles-en-Berry. Et il décide d'y faire construire un château de style Renaissance, pierre et briques, comme on peut trouver à d'autres endroits en France, notamment à Sully-sur-Loire, mais également Place des Vosges à Paris. Oui, c'est vrai, c'est ce C'est style-là. à peu près le même style, puisque c'est le même architecte, Jacques II Androuet du Cerceau, donc issu de la dynastie des architectes Androuet du Cerceau, qui était très prestigieuse, très connue à l'époque, qui a beaucoup travaillé à différents endroits prestigieux de France, qui conçoit les plans de ce château Renaissance qu'on a aperçu tout à l'heure. Voilà, et je vais passer rapidement sur la vie politique de Philippe de Béthune, simplement pour dire que, donc, à différents moments de sa vie, il a servi la France en France et ailleurs, donc dans d'autres pays, et que par conséquent, il a été assez peu à Celles-sur-Cher, à Celles-en-Berry à ce moment-là. Donc il a habité dans les pavillons dorés dont on commence à voir une partie maintenant, je la commenterai tout à l'heure, mais donc il était surtout de passage, et ensuite il fait une dernière ambassade en Italie, il rapporte en France des artistes italiens qui vont concevoir les pavillons dorés dont on va contempler tout à l'heure les fresques en 1628, et à partir de là, le roi l'informe qu'il va surtout avoir besoin de lui en France, qui était une façon sympathique de le mettre au placard. C'est ça. S'il n'avait pas forcément fait les bons choix politiques voilà, dans ses soutiens. Et Philippe va donc se retrouver à Celles-en-Berry. Il va y rester jusqu'en 1649, date de sa mort, à l'âge de 84 ans. Alors, Philippe de Béthune, donc, il était intéressé par les arts, par les jardins. Je pense qu'il y avait également un potager où il devait cultiver les cucurbitacées. Mais voilà, c'est un des premiers collectionneurs en Europe et au XVIIe siècle. Donc de on va le peinture, voir. de Alors, toile. on a ici sans transition, une cheminée donc dorée, d'où vient le nom des pavillons Doré. Formidable. Sublime. Voilà. Quelle transition. Donc il y en a 2 sur site. Je tiens à préciser que les images que vous allez voir ici sont rares puisque le site est fermé au public
En grande partie, on voit une première pièce, hein, celle qu'on vient de voir, mais les autres sont fermées au public pour les protéger, puisque vous voyez l'état. Alors je vais commenter rapidement cet état. Donc on a d'une part la cheminée donc, qui date du XVIIe siècle. La couronne au-dessus de Pépé, donc pour Pierre-Philippe de Béthune, a été martelée au moment de la Révolution. Ouais, on voit aussi des parties jaunes et rouges et or que je verrai tout à l'heure. C'est pas du papier peint, j'imagine, ça doit être peint directement sur le mur. Tout à fait. Ouais. Alors, on estime que c'est XVIIe siècle, mais ça pourrait être beaucoup plus ancien. Mais on voyait du rouge, du jaune et du bleu. Tout ça qui voilà. était en Alors, même temps. le bleu, par contre, ça c'est du papier peint. Qui a été rajouté. C'est beaucoup plus récent. récent. Ça c'est style 3e République. D'accord. Et on m'a dit, j'ai aucune preuve historique là-dessus, que comme il y avait un hôpital sur place qui était donc animé par des bonnes sœurs, les bonnes sœurs étaient choquées par les motifs païens de l'ancienne religion qui étaient évoqués sur les murs et qu'elles auraient demandé à faire couvrir par de l'enduit et ensuite on aurait mis un papier peint dessous. Ça c'est assez extraordinaire. C'est du bois peint, c'est ça? C'est du bois peint. C'est le plafond à caissons, donc ce sont des petits caissons. On en a plus de 160 sur l'ensemble du site et chacun est unique. Ça c'est typique de la Renaissance italienne. Hein. Les caissons, c'est vrai qu'on les retrouve souvent. Tout à fait, et ceux-ci sont assez petits, ce qui fait la particularité du site. Je crois qu'on est 2 sites en France uniquement à proposer des plafonds de ce style-là. Chaque caisson est unique, avec donc une réalisation qui date de 1628 par les artistes italiens que j'évoquais tout à l'heure. Alors là, dans la cheminée, on voit un M, c'est ça, avec 2 animaux. Alors, c'est déjà repassé, mais c'était... C'est un blason qui reprend je me souviens plus de quelle famille, vraisemblablement du Moulinet d'Ardemar ou des Béthunes, mais là, je ne l'ai pas en mémoire. Là, on voit Pépé. Alors, Pépé, c'est pour Pierre-Philippe de Béthune, avec des lauriers autour, parce que je pense qu'il illustrait dans cette partie du château beaucoup plus son passé militaire, la victoire. Donc les lauriers, c'est la gloire, etc. Voilà. Au-dessus, une couronne comtale qu'on ne voit plus, puisqu'elle a été vraisemblablement martelée au moment de la Révolution. C'était plus tellement à la mode. C'était pas bien vu. On peut le dire maintenant. C'était pas bien vu. Bon, il y a du temps qui est passé. On peut dire que certains révolutionnaires avaient une dent contre le roi. Hein, voilà, quelques-uns. Voilà. Et on retrouve plusieurs maximes en latin sur les murs. Que je vais me faire un grand plaisir à ne pas traduire et à lire. Voilà. On voit bien là, c'est bien on clair. Les voit bien, hein, mais voilà, j'ai de la buée sur les lunettes. La liaison est mauvaise. Voilà, alors un angelot, comme on en voit beaucoup. Non mais voilà, si mon ancienne prof de latin regarde Ed Bang, non, elle va avoir honte. Donc il vaut mieux rien dire. Voilà, c'était. Donc on voit les dorures qui sont d'époque, hein, qui sont vraiment du XVIIe siècle et qui donnent le nom au pavillon. C'est de la feuille d'or ou c'est de la peinture? Oui, ça serait vraisemblablement de la feuille d'or, mais vraiment très très fine, hein, comme on faisait à l'époque, et d'autres peintures, d'autres motifs qui sont peints directement sur la pierre. Alors, je crois que les S barrés, ici, ont une importance très significative de l'époque. Je crois que c'est un symbole de fidélité. D'accord. Oui, on les trouve entre les caissons, dans les jointures en bois, au milieu des... Je crois que c'est... Alors, ça vient du latin semper, qui veut dire toujours. On va réussir à mettre un peu de latin quand même. On va y arriver à mettre du latin, on va y arriver. Fais ce qu'on peut, hein, mais voilà. Donc c'est un symbole de fidélité, de durée, voilà. Là on est sur des peintures murales. On voit qu'il y a plusieurs strates de peinture. Les premières peintures pourraient, j'utilise le conditionnel, puisque là les spécialistes qui m'ont fait l'honneur de venir au château ont eu des avis partagés. Il se pourrait que les bandes rouges et or que l'on voit en haut à gauche au-dessus de la porte dateraient du XIVe, XVe siècle et seraient donc contemporaines de Georges de la Trémouille, Jeanne d'Arc, de cette période-là, puisqu'elles évoqueraient les tentes militaires de cette époque-là. Il se pourrait également qu'elles soient du XVIIe siècle et qu'elles évoquent les mêmes tentes et que ce serait une façon d'évoquer le passé militaire de Philippe de Béthune. Je ne suis pas sûr. En tout cas, l'enduit XXe siècle qui est dessus
a permis de protéger ce qui est dessous. Et donc, il viendra un temps où on pourra beaucoup plus se structurer et organiser certainement des campagnes de soutien et de restauration pour pouvoir restaurer Parce que là, cela. toutes ces peintures étaient recouvertes. Toutes les peintures sont recouvertes. Par des enduits. Elles ont été mises à jour au moment du chantier de 2000. C'est vrai qu'on voit bien encore les détails Voilà, des peintures. parce qu'il y a eu des sondages et ce sont des motifs qui évoquent l'Antiquité grecque et romaine et notamment les saisons. D'accord. On retrouve le printemps, l'été, l'automne, l'hiver, voilà, les 4 saisons, des dieux grecs, voilà. Et donc ces plafonds, ces caissons, chacun est différent l'un de l'autre. Alors ces pavillons, on est d'accord, ils étaient plus anciens. Ils ont juste été peints et décorés au moment où quand Philippe de Béthune a ramené ses artistes d'Italie. Tout à fait. Les bâtiments existaient avant. Il les a pas Absolument. À part peut-être la cheminée du coup qui a dû être construite à ce moment-là. Alors elle a été façonnée, je pense, au moment de sa venue. Ouais. Mais là, on a typiquement un symbole de saison, hein, je pense, avec la femme drapée. Voilà, une semeuse ou voilà. L'endroit est forme de demi-lune, qui sont la forme de la barbacane que l'on voyait tout à l'heure, la porte médiévale que l'on voyait tout à l'heure, avec les images du drone, donc à côté des douves. Alors, on retrouve donc cet arrondi. Donc effectivement, Béthune a aménagé l'endroit, mais il ne l'a pas modifié structurellement. C'est ça. Donc il est composé de 2 pièces en demi-lune et de 2 petites antichambres entre les deux. Donc on voit l'enfilade là qui va jusqu'à l'autre pièce. Mais Philippe de Béthune, alors apparemment il avait une vie très triste. Moi je veux en savoir plus. Alors, Philippe de Béthune. Bon, déjà orphelin, ça partait placé mal. dans une famille. Ça partait pas bien. Séparé de son frère aîné. Ils se sont retrouvés après. Voilà, mais ça alors, compense. attends, parce que ça devient plus triste après. Il se marie. Ah. Il a un premier enfant. Qui meurt. Qui meurt en bas âge, quand il est à Rome en 1601. Ensuite, son épouse, après lui avoir donné plusieurs enfants, décède à son tour. Ah, elle meurt pas en couche, elle meurt tout court. Non, enfin, oui, elle meurt en couche, je crois. En couche, voilà. Un grand classique. Elle lui a donné 4 fils, dont un est mort, l'aîné, une fille. Fille d'ailleurs qui va décéder à l'âge de 28 ans à peu près, 27-28 ans, donc, alors que lui était toujours vivant. Bah oui. Après s'être marié à un vieux monsieur beaucoup plus âgé qu'elle, qui devait avoir 60 ans à l'époque, puisque c'était un mariage politique. Voilà. On peut la comprendre aussi, la pauvre enfant. Voilà, et il se remarie avec une dame bien née, avec une bonne position sociale, donc un beau mariage politique, avec laquelle il ne s'entend pas du tout, donc elle va vivre à Paris, et lui, il est tout seul à Celle. Alors, on a retrouvé beaucoup de papiers dans la région, et notamment, je salue Christophe Aubry, qui a fait beaucoup de recherches là-dessus, qui est le président des Compagnons de Philippe de Béthune, donc l'association qui nous aide à valoriser le château, et qui m'a indiqué qu'il y avait beaucoup d'actes de naissance dans la région où Philippe de Béthune était le parrain. Ah, c'est louche. C'est louche. Voilà, c'est bon. Il était peut-être très généreux. La tête, voilà, elle est très bien conservée. Là, effectivement, le détail est formidable, puisque on voit cela beaucoup plus difficilement du sol, mais là, on a vraiment un détail de la finesse de toutes ces fresques que je découvre avec vous aussi, parce que c'est la première fois que je les vois aussi bien détaillées. Le premier visage était impressionnant. C'est magnifique. C'est un cas quasi unique en France. C'est only in Celles-sur-Cher. Celles-sur-Cher, où on trouve les Geek Ferries, voilà, enfin des tas de. C'est le lieu où il faut. Je suis sûr que ça aurait plu à Philippe de Béthune, qui était quand même vachement rock'n'roll. Donc. Conclusion. Oui, on fait avec ce qu'on a. Donc, voilà, je pense qu'il y a aussi beaucoup de symbolique. À la demande de Philippe de Béthune, j'ai pas fait le détail, mais beaucoup de visages antiques. Voilà, il y a beaucoup de visages antiques qui sont tous différents les uns des autres, mais je pense qu'il y a beaucoup de symbolique derrière ça ressemble aussi un ces petit dessins. Peu, là, par exemple, le visage, on dirait un petit peu le travail d'Archimboldo avec les fruits et légumes pour faire les visages. C'est un peu la même période aussi. Tout à fait, c'est très contemporain. Alors, sur ces pans de fenêtres, à certains endroits, on voit des encoches.
les encoches que j'évoquais tout à l'heure, Pour mesurer qui servent à comptabiliser les sacs qui étaient, entreposés là et qui étaient enlevés. Alors tous ces motifs païens n'ont pas plu effectivement par la suite et ont été couverts. Alors le sol est en tomette, Oui. en terre cuite. On voyait tout à l'heure, on voyait ouais. tout à l'heure ce sol rouge. Ah, c'est super, La voilà. première pièce était un cabinet de travail, était le cabinet de travail de Philippe de Béthune, et il communiquait avec le reste du bâtiment que l'on peut visiter. Donc c'est la partie médiévale que l'on voyait tout On voyait à au début, l'heure, ouais. dit pavillon des intendants. Donc c'est là où il devait vraisemblablement travailler avec les personnes qui s'occupaient du château. L'autre grande pièce était sa chambre, et entre les deux, on voit une antichambre dont on voit un des motifs. Alors la pièce est toute petite, hein, on s'en rend pas compte là, mais elle doit faire 2-3 mètres carrés seulement. D'accord. Et tous les murs, Elle est haute peut-être. tous les murs sont magnifiquement décorés. Bah là, Je c'est- crois que là, c'est le motif de l'ordre du Saint-Esprit dont était titulaire Philippe de Béthune. D'accord. Et on a une couronne comtale, puisqu'en 1621, Celle-en-Berry a été élevé au rang de comté. D'accord. Et c'est à ce moment-là également, à partir de 1621, où Philippe de Béthune va reprendre beaucoup cette couronne comtale pour valoriser l'élévation de Celle statut de son statut dans la région. Voilà, là on a un des personnages d'inspiration gréco-romaine que l'on voit dans cette antichambre, avec également des graffitis. Ah. Voilà. 1881, 1823. Voilà, c'est le mur de la bêtise. Comme quoi, il y avait pas Comme d'âge. quoi la bêtise n'a pas d'âge. C'est ça. Même au 19e siècle, nos aïeux Il y a étaient des cernés belles par feuilles les d'acanthe mais- en haut là avec les peintures. Ouais. Voilà, alors on a également un faux relief qui est donné par la peinture. On Mhm. voyait un portique Oui. antique qui était peint. Ça figure donc un portique en relief. Là, on a un deuxième personnage où on retrouve également ces graffitis, puisqu'on verra que ses yeux ont été Griffés. voilà, griffés. On C'est dirait une des Hercule. raisons. Avec une peau de lion, non? On dirait voilà. Hercule un petit peu. Oui, oui, il a une peau de lion, effectivement, ou une peau d'animal. On voit les encoches que j'évoquais tout à l'heure, au moment où le lieu était utilisé pour le stockage. Et donc, à côté et tout autour, on retrouve des motifs liés à l'ordre du Saint-Esprit, des maximes en latin. Et Là, tout le long, il y a des espèces de médaillons qui sont peints sur l'encadrement de porte. On a l'impression Tout en à vert, fait, en oui. jaune, en rouge. Celui-là est vraiment superbe avec les fruits là comme ça. alors, les fruits symbolisent l'abondance. Hmm. Philippe de Béthune était riche, il voulait faire état de sa richesse, et donc on retrouve à plusieurs endroits du château, et notamment au-dessus des portes, des motifs liés aux fruits, aux cornes d'abondance, pour figurer que on entre dans le lieu, dans un lieu qui appartient à quelqu'un de très riche. Alors vous voyez, ça va jusqu'en 2010. Hein. Ouais. Voilà. La Alors, bêtise ne s'est pas arrêtée. C'est- Voilà, alors c'est aussi à peu près la date où on a décidé de fermer au public, à l'instigation notamment des monuments historiques. Donc je précise que ça, c'est passible de 3 ans de prison ferme et de 100 000 euros d'amende. Ça calme. On est classé monument historique et ça fait partie de notre patrimoine national. On parlait de roman national tout à l'heure dans notre discussion, mais cela contribue effectivement de notre passé à tous. Et le but, c'est pas simplement de se dire on visite un beau site, etc. Non, on parle beaucoup de développement durable, d'écologie. Le but est également de transmettre le patrimoine à nos enfants, à nos petits-enfants, et de faire en sorte que, encore dans quelques siècles, on puisse avoir un témoignage du XVIIe siècle, de ce passage de notre histoire et de toute sa symbolique. Donc, raison de sa protection. Et nous espérons effectivement que dans les années à venir, mais je pense beaucoup plus à moyen terme qu'à court terme, on puisse disposer des fonds pour pouvoir restaurer cet endroit totalement, et notamment ces peintures, puisqu'il faudrait vraiment tout reprendre. Après, il y a quand même certaines zones qui sont très bien conservées. Là, celui-là, bon, après, il manque des morceaux forcément, mais il y a quand même... Voilà, l'âge des peintures, c'est quand même encore appréciable. Ça a bientôt 4 siècles, effectivement. Ouais. On voit la finesse du travail, et ça reprend vraiment ces thématiques que l'on retrouvait à la même époque dans la Renaissance italienne. La mythologie. Voilà, la mythologie, cette redécouverte du passé antique. Et voilà.
Pif. Donc là, chapeau de gendarme. Un cône de travaux. Sublime. Voilà, donc Philippe de Béthune, il a également, je vais terminer là-dessus parce que je crois qu'on n'a plus beaucoup de temps, mais Je crois qu'on finit tout juste là. voilà, 5 minutes. superbe, on a bien fait de s'organiser avant. Donc voilà, Philippe de Béthune, il a une particularité, c'est qu'il a laissé un ouvrage qui s'appelle Le Conseiller d'État, qui a été rédigé pendant sa retraite, D'accord. donc en 1630, 1632, qui est un ouvrage qui a été tiré à plusieurs éditions à l'époque. Ce qui devait être assez rare, vu le prix Exactement. d'un livre. Ouais, c'est ça. Voilà, c'était synonyme de réussite et de grande publication. Et Le Conseiller d'État est un livre qui a beaucoup inspiré l'économie de l'époque, notamment un personnage qui plus tard devint quelqu'un d'important en France, Colbert. Colbert est à l'origine du capitalisme à la française. Quand même. Donc, d'une certaine façon, Philippe de Béthune, par ses écrits, a su inspirer tout un courant de pensée qui vient jusqu'à nous au travers de l'économie. La façon dont on crée une entreprise, son esprit, le particularisme français, le particularisme culturel, tout ça, d'une certaine façon, trouve ses racines dans l'esprit de Philippe de Béthune. Et à l'occasion de ses 450 ans, c'était l'occasion également de montrer que c'était un personnage vraiment important dans notre histoire, dans l'histoire de notre pensée. Et voilà, donc... Très bien, c'était vraiment des belles images. Donc, en espérant que tout ça puisse motiver les gens, les troupes pour se soucier du patrimoine et de sa conservation. Voilà, bienvenue à Celles. Alors on peut contempler bien sûr les murs, mais on peut également tester notre nouveau parcours de visite, qui est un parcours de visite fondé sur la réalité virtuelle et la réalité augmentée. Oui. Et donc on a reconstitué le château dans son passé. Donc en portant un casque de réalité virtuelle, vous pouvez vraiment être immergé dans un univers 3D façon jeu vidéo. Avec la qui vous technologie permet, de l'Oculus, c'est ça? Pas tout c'est à fait, proche, mais c'est c'est pas beaucoup loin. plus Google Glass. D'accord. Et donc de vous retrouver totalement immergé dans le château tel qu'il était il y a 4 siècles, il y a 8 siècles, il y a 1000 ans, et voir à quoi il ressemblait à l'époque. Et on est le premier site touristique en France et en Europe à proposer une telle expérience. Voilà, donc venez nombreux, nous vous attendons. Je crois que l'invitation est c'est pas de la lancée. pub, là c'est de la réclame. Hein. Très bien. Merci Agathe. C'est juste un plaisir. Tout le plaisir Laurent, pour le moi. mot de la fin? Non, on n'a pas fini encore. Non, il y a encore plein de sujets. Non, merci. Moi, j'ai beaucoup apprécié. Alors, les images que vous avez vues aériennes et des fresques qui ont été tournées cet après-midi, pas sans mal. Et puis voilà, avec des lumières variables et tout. Mais ça a été vraiment une super expérience et on est très content du résultat. Il n'y a pas eu de montage derrière. Hein. On a vérifié juste ce que c'était regardable. Et je trouve que ça donne une vision vraiment des fresques vraiment magique. C'était vraiment superbe. Et alors les vues aériennes, c'est à baver, quoi. Vraiment, le château, il est vraiment trop beau. Et on a raison de venir là pour les GF.